Alors, je vais donner la parole d'abord à Madame Nathalie Latour. Vous êtes directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonjour et merci pour cette invitation extrêmement importante pour le réseau que je représente, qui accompagne un peu plus d'1 million de personnes chaque année en situation de précarité, avec plusieurs centaines d'intervenants sociaux qui sont à côté d'eux au quotidien en les accompagnant. Et puis parce que ça fait aussi écho à mon propre parcours professionnel, puisque j'ai démarré ma carrière en tant qu'assistante sociale au moment de la guerre du Kosovo. Alors moi aussi, je tiens à saluer vraiment la qualité du travail qui a été mené par le Haut Conseil au travail social. Qualité tant du côté du contenu, puisqu'on se retrouve complètement dans les analyses, dans les propositions, dans les recommandations, que sur la méthode qui a été mise en œuvre pour l'élaborer. Le croisement des savoirs, la dimension participative, la prise en compte de l'expérience et de l'expertise des personnes qui sont directement concernées. Ce que je veux dire aujourd'hui, avec beaucoup de responsabilité, de gravité, c'est la profonde inquiétude qui est la nôtre par rapport au fait que ce rapport n'est pas un énième rapport. Ce rapport, il s'inscrit dans une crise inédite d'attractivité des métiers et dans une organisation dont on a vu systémique, d'une crise d'organisation systémique de nos politiques de solidarité. Et nous savons tous que si ce rapport n'est pas suivi de mesures claires, adaptées, ambitieuses et durables, surtout durables, nous avons vraiment un risque majeur d'aggravation, voire irrémédiable de l'équilibre de notre cohésion sociale. On l'a dit, ne pas prendre soin de ceux qui prennent soin, ne pas leur redonner la confiance nécessaire à l'exercice de tout métier pour lequel on a été formé. Bien évidemment, en miroir, ça veut dire aussi prendre la confiance pour les personnes qu'on accompagne. On ne peut pas porter tout ce qu'on dit sur leur citoyenneté, leur implication dans les politiques publiques et ne pas baser la question de leur accompagnement sur des logiques de confiance. Si on n'arrive pas à changer ce processus, à leur redonner cette part de confiance et d'autonomie, on a vraiment le risque de renforcer les peurs, d'accentuer le rejet de l'autre, les fragilités qui traversent notre société, nos sociétés actuellement, et d'aggraver aussi, bien évidemment, les situations de pauvreté dont la statistique publique nous confirme aujourd'hui l'augmentation. Mais c'est aussi, et comme on l'a vu, le fait de passer à côté des défis majeurs qui sont déjà à l'œuvre sur la question de la transformation écologique, sur la question du numérique, sur la question du genre et de la justice sociale. Et c'est pour ça que cette crise, elle est profonde, parce que ça fait plusieurs années qu'on alerte sur le fait qu'on n'a pas le bon logiciel. Ça fait plusieurs années qu'on dit que la question de la bureaucratisation, que le poids des normes, que la logique de gestion par les chiffres n'apporte pas des résultats d'efficacité sur la question de l'intervention sociale et du travail social. Parce qu'évaluer, rendre compte, je pense que personne ici ne remet en cause la nécessité de le faire. La question, c'est qu'est-ce qui fait efficacité, qu'est-ce qui fait qualité dans le travail qu'on fait au quotidien. C'est bien ça l'enjeu auquel on a à faire face. Ce que je tiens aussi à dire, c'est que quand le travail prescrit est aussi éloigné du travail réel, c'est ce qui provoque cette perte de sens que nous sommes en train de vivre. Et vous savez, la crise du Covid, elle a été très dure. Elle a été très dure pour tout le monde, mais en même temps, elle a été un espace d'enchantement, paradoxalement, pour les professionnels. Parce qu'ils ont retrouvé des marges d'autonomie, ils ont retrouvé la créativité, ils ont retrouvé la capacité à élaborer des réponses, qui sont d'ailleurs aujourd'hui ces réponses soutenues dans une logique d'expérimentation dont on espère qu'elle sera inclue dans la politique publique. Parce qu'aussi, et Mathieu Klein vous l'avez dit, ça a été la valorisation, la visibilité de ces métiers. Certes, encore trop des métiers du cure et pas assez du care, mais c'était la reconnaissance que ces moments de fragilité n'étaient pas que pour les autres. Ils étaient pour tout à chacun, pour ses proches, sa famille, pour ses enfants, pour soi-même à des moments donnés. Et c'est bien ça qu'il faut qu'on arrive à poursuivre aujourd'hui. C'est vraiment cette capacité
systémique de changer le système. Et ce que nous dit le rapport, c'est que nous allons prendre la part qui est la nôtre. La part qui est la nôtre, c'est de travailler sur l'évolution des pratiques professionnelles. C'est de pouvoir permettre de travailler avec la formation continue et la formation initiale. C'est de développer des recherches-actions, comme ça a été dit, parce que ces recherches-actions, l'intérêt, c'est effectivement le croisement des savoirs, mais c'est permettre des logiques de coopération, c'est permettre des logiques de travail et de réflexivité. Ce n'est pas attendre une évaluation surplombante, c'est travailler ensemble pour permettre, encore une fois, qu'on puisse évaluer ce qu'on fait et la nécessité de ce qu'on est en train de mettre en place. Mais ça implique tout ça, mesdames et messieurs les ministres, 2 points absolument fondamentaux. Parce que si on veut changer le système, il faut investir dans les politiques de solidarité. Il faut sortir de la logique du stop and go. Il faut sortir de mesures conjoncturelles alors qu'on est face à des problématiques structurelles. C'est ça qui épuise les professionnels. Faire, défaire, changer de cap, revenir en arrière, des places, plus de places, remettre à la rue, pas remettre à la rue. C'est ça qui épuise les professionnels. Et la deuxième chose, c'est aussi, bien évidemment, et on l'a dit, aller au bout du chantier de la revalorisation salariale. Et on l'a vu, aller au bout de ce chantier-là, c'est aussi agir sur les conditions d'égalité hommes-femmes. Merci Madame Latour. Je passe la parole maintenant à Monsieur Samir Emladi. Vous avez participé aux travaux des comités locaux du travail social. Vous êtes un ancien représentant au sein du Conseil consultatif régional des personnes accueillies et accompagnées région Grand Est. Vous intervenez également à Praxis, l'établissement de formation au travail social de Mulhouse. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, les constats. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de représenter justement la voix des sans-voix. Donc, c'est un honneur d'être là devant vous, monsieur et madame les ministres. Et je tiens à vous dire que le combat qui m'amène ici est un combat de longue date, parce que j'ai été une personne accompagnée. Donc, je viens parler vraiment d'un savoir expérientiel que j'aimerais vraiment que dans ce livre blanc, il soit notifié que ce travail qu'on a pu faire, ce travail d'horizontalité a pu être mené à bien grâce à la bienveillance et surtout une belle volonté de Praxis notamment, à créer les conditions de cette horizontalité. Je pense que ça, c'est très important à notifier dans le livre blanc. C'est que la participation des personnes concernées ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut former les gens à cette participation pour la rendre effective. Aujourd'hui, si on a aussi des constats à faire dans la non-participation, c'est justement parce qu'elle n'est pas préparée et donc les gens ne se sentent pas armés pour participer justement à cette démocratie. Et il est important aujourd'hui, justement, pour faire vivre cette démocratie-là, de pouvoir préparer les gens, non seulement à pouvoir prendre la parole en public, à être au fait des enjeux majeurs que la société a devant soi. Ce livre blanc, j'y ai contribué, j'en suis fier, parce que j'espère que demain, il créera justement cette impulsion qui permettra de créer un avenir meilleur en replaçant justement les personnes accompagnées, les personnes concernées au centre des préoccupations du travail social. Je parle, comme vous voyez, je ne suis pas comme mes collègues, je n'ai pas travaillé un écrit. Je laisse parler mon cœur parce que c'est vraiment ça qui m'a ramené ici, aujourd'hui, devant vous. Petit point de précision, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais il y a 5 ans maintenant, j'ai été opéré 2 fois du cerveau. J'ai été hémiplégique du côté gauche. Et c'est juste pour vous dire que quand on croit, quand on se bat, on peut faire des choses qui sont parfois impensables pour ceux qui ont la connaissance. Des médecins ont cru que j'allais rester hémiplégique toute ma vie. 3 semaines après, je leur ai montré que ce n'était pas le cas. Voilà. Je pense que ça résume le tout. Et si j'ai envie de
qu'on retienne une seule chose vraiment de mon intervention aujourd'hui, de la participation des personnes accueillies et concernées par la précarité, c'est vraiment que l'ascenseur social peut exister en France. Mais il faut créer ces conditions-là pour que cet ascenseur-là puisse marcher plus vite que l'escalier. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Elmadi. Merci.